Bonsoir et encore merci pour l'invitation. Je trouve que les communications se suivent bien, se complètent bien pour le moment et je vais essayer de maintenir une espèce de cohérence et de complémentarité, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et en tout cas, je vais peut-être rappeler un peu la genèse de mon intérêt pour ces questions-là de protection des sources, de protection des données, de liberté académique. Moi, ça date de 2015. 2015, malheureusement, on a eu les attentats qui ont frappé Paris. Et juste après les attentats, le CNRS a lancé un appel à la recherche et l'appel radicalisation. Et donc, un certain nombre a été assez incité à répondre. Et donc, un peu comme beaucoup de collègues, j'ai essayé de réfléchir à un projet de recherche qui pourrait éclairer un peu ces questions-là. Et puis, très rapidement, je me suis dit, je vais travailler sur les dissuadés, c'est-à-dire ceux qui ont été dissuadés de partir en Syrie ou en Irak ou de s'engager dans ce type de groupe-là. Et puis, il doit y avoir moyen de retrouver ces gens-là en utilisant des réseaux, notamment de leaders religieux, orthodoxes, conservateurs, parce que c'est souvent par eux que passe une partie des personnes qui se radicalisent davantage derrière. Donc, on commence à réfléchir un peu à ces questions-là. Et puis, rapidement vient enfin, c'est l'état d'urgence, c'est des mesures exceptionnelles et l'état d'urgence, ceux qui connaissent un petit peu ce texte-là, enfin, des éléments qui ont été introduits dans le droit commun, mais qui permettaient de surveiller des personnes suspectes et leur entourage, c'est-à-dire ceux qui étaient en contact avec les personnes en question. Et donc, l'un dans l'autre, moi, je contacte après le service juridique du CNRS en disant qu'est-ce que je peux garantir aux personnes enquêtées, pour le coup qu'est-ce que je peux garantir aux personnes qui représentent des bons clients des services de renseignement qui ont été humiliés par les attentats, qui n'ont pas vu venir des attentats et des attaques d'une telle ampleur. Et donc, un renseignement territorial qui est à genoux depuis la réforme des renseignements généraux de 2009, je crois, par Nicolas Sarkozy, ou peut-être un petit peu plus tôt, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, on est dans un contexte qui est extrêmement compliqué et où le CNRS nous incite, le ministère de la Recherche nous incite à mener des recherches, notamment des recherches qualitatives, pour comprendre un peu ces réalités-là. Et en fait, c'est là que j'étudie un peu les choses et la réponse honnête du service juridique est de dire non, vos sources ne sont pas protégées, vos données ne sont pas protégées, et puis il y a un précédent. Le précédent, on le connaît, c'est le précédent Thierry Dominici, qui travaillait sur les groupes nationalistes corses et qui a subi une pression, des perquisitions, une humiliation, une saisie de ses données et une partie de ce qu'il avait écrit par la Direction nationale antiterroriste. C'est extrêmement traumatisant pour notre collègue, pour son entourage, pour sa famille. Et donc, on a ce précédent-là, et c'est là que je décide, plutôt que de proposer un projet de recherche, je ne peux pas garantir, et puis on s'engage, c'est un contrat moral, la recherche, avec les personnes, les enquêtés. C'est un contrat moral, on s'engage, il s'engage. Et donc, il faut respecter sa parole, il faut respecter la parole de l'institution. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est un deal. Je parle de trafic de drogue derrière, mais c'est déjà un deal en tant que tel, un deal moral. Et, et donc, je préfère écrire une tribune dans Libération, et le titre de la tribune, c'est Qui protège les chercheurs de l'État, avec le questionnement sur la protection des données, la protection des sources, et sur le fait qu'on n'est pas protégé. L'un des effets de cette tribune, c'est l'organisation d'une réunion, je me rappelle, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À l'époque, le ministre était Thierry Mandon, et Thierry Mandon, son cabinet me reçoit avec d'autres collègues, et on discute de ces questions-là. Et je sais que Thierry Mandon, et notamment sous l'impulsion de Pascal Labourier, pousse pour que cette question-là soit pensée au sein du ministère, mais au niveau du gouvernement, il n'y a pas de consensus du tout sur ces questions-là. Et finalement, ce qui est garanti, c'est la protection fonctionnelle. Mais la protection fonctionnelle, c'est le droit d'aller à l'hôpital public sans payer, quoi. Mais une fois il nous arrive quelque chose. Et est-ce qu'il arrive quelque chose? Oui, il y a des chercheurs qui ont répondu à l'appel radicalisation qui ont été financés par le CNRS et dont les données ont été saisies. Voilà. Et ça, très peu de personnes le savent et les collègues n'ont pas intérêt à dire voilà ce qui nous est arrivé parce que ça les met peut-être en porte-à-faux vis-à-vis de leurs enquêtés ou vis-à-vis de leurs collègues, mais ça s'est passé. Et donc, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas juste une hypothèse, ce n'est pas une possibilité, c'est quelque chose qui est arrivé à des collègues qui ont répondu à un appel d'offres du ministère, enfin du CNRS. Et c'est des choses qui arrivent à d'autres collègues, mais qui n'ont pas du tout la liberté et qui estiment que d'en parler, c'est pire que de le taire, ou en tout cas de le rendre discret. Je sais que mon collègue Sylvain Laurence avait contacté un certain nombre de personnes, avait eu des échanges avec un certain nombre de collègues dans cette perspective-là. Donc,
Donc, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est d'autant plus enfin, qui se pose de manière plus intense et plus immédiate dès lors que les chercheurs travaillent sur des groupes illégaux, marginaux, des groupes criminels ou de la violence politique, de manière générale, des groupes nationalistes. Et là, la question se pose de manière plus intense parce que il y a un enjeu d'État qui est un enjeu d'État majeur. Et l'une des manières aussi de définir le risque pour les chercheurs, c'est de voir à quel point l'objet, le sujet ou les personnes qui sont enquêtées intéressent les services de l'État, sont ciblées par les services de l'État, qu'on soit dans un pays du Sud ou dans les pays européens ou d'Amérique du Nord. C'est une question importante. D'ailleurs, si vous regardez bien la plupart des affaires de saisie des données, de condamnation ou de poursuites qui ont visé un certain nombre de chercheurs ethnographes, ont visé des chercheurs ethnographes qui travaillaient sur des groupes, soit des groupes marginaux, soit des groupes de politiques, soit des groupuscules qui intéressaient les services de renseignement, qui intéressaient les services de l'État. Et là, pour parler de ce dont je parle aujourd'hui, la criminalité organisée, les acteurs de la criminalité organisée intéressent les services de l'État. Et c'est pour ça que mon propos, c'est de dire la question du risque, telle que je vais la présenter, elle ne se pose pas seulement vis-à-vis des acteurs de terrain, elle se pose également vis-à-vis des services de l'État. Et il ne faut pas oublier que ces deux dimensions que le chercheur qui travaille sur ces sujets-là se retrouve un petit peu dans cet entre-deux. Ce sujet s'est réactivé récemment après une expérience et les débats qui ont suivi la parution du livre d'Alice Goffman. Je pense que c'est intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui ont été critiquées, à juste titre, dans le travail d'Alice Goffman, au niveau de la méthodologie, sa prise de risque, etc. Il y a quelque chose qui a moins été souligné, c'est le fait qu'un journaliste spécialisé dans les controverses académiques prenne une photo d'Alice Goffman, que des personnes sur des forums à la base rompent l'anonymisation de son territoire. Ce n'est pas elle qui dit dans quel territoire elle a travaillé, dans quel quartier elle a travaillé. C'est des personnes sur des forums de sociologues qui dévoile l'endroit où elle a mené sa recherche. Et ce journaliste-là prend sa photo, va sur le terrain pour vérifier si elle a vraiment fait du terrain, etc., etc., etc. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été relevé, moi, qui m'a frappé immédiatement. Et ce n'est pas un hasard qui a été soulevé par Randall Contreras. Randall Contreras, un collègue sociologue qui travaille à l'université de Californie, université d'État, et qui est un spécialiste des gangs et des groupes criminels, mais c'est aussi un sociologue qui est issu de milieu populaire, d'une famille dominicaine pauvre, qui a grandi dans le South Bronx, donc il connaît la rue, il a été engagé lui-même dans ces groupes-là, il a des proches, d'ailleurs ses travaux sont remarquables de ce point de vue-là, qui étaient trafiquants, braqueurs, etc. Et lui, la première chose qu'il relève, c'est ce journaliste a mis en danger Alice Goffman. Et c'est ça, moi, qui m'a frappé, en fait, dans cette polémique-là. C'est pas tant comment est-ce qu'elle a anglais, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a conduit une voiture. C'est que ce journaliste a mis en danger Alice Goffman. C'est évident quand on connaît les règles de la rue, quand on connaît ses risques, et quand on connaît le niveau de paranoïa qui est structurel dans ces groupes-là, en tout cas dans les groupes qui sont impliqués dans des formes de délinquance qui sont extrêmement poursuivies par les services de l'État, par les services de police et la justice pénale. Donc, il y a ça. Et puis, juste après, moi, je pars aux États-Unis pour mener une recherche sur la criminalité organisée, avec une partie de mon terrain qui doit se passer en détention, des entretiens que je dois faire en détention avec des personnes qui sont impliquées à des hauts niveaux de criminalité. Pour aller en détention, il faut l'IRB. Vous n'y allez pas sans IRB. Et l'IRB, il y a soit la possibilité de le faire à CUNY, où j'étais, et l'IRB de l'administration pénitentiaire de l'État de New York. L'État de New York, c'est les prisons d'État, l'État de New York. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez remarquable, mais qui montre à quel point il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour neutraliser des recherches, la possibilité de neutralisation bureaucratique des recherches. C'est que l'IRB de l'université demandait à ce qu'il y ait l'IRB de la prison, et l'IRB de la prison exigeait qu'il y ait l'IRB de l'université au préalable. C'est fini, c'était réglé en fait. C'est juste une forme de... Le règlement a mis fin à cette possibilité d'obtenir ce droit d'enquêter. Je ne vous parle même pas des autres obstacles de la possibilité de le faire, mais juste réglementairement parlant, c'est facile de neutraliser des chercheurs. En fait. Et c'est ça, c'est cette expérience-là qui m'a
qui m'a quand même frappé. Du coup, je suis revenu pour demander un IRB français, mais qui est reconnu à l'international. Parce qu'après, en discutant avec CUNY m'a dit, mais en fait, il n'y a pas de IRB pour les non-facultés ou bien les étudiants. Vous êtes juste chercheur invité. Ah ben, je suis chercheur invité 2 ans quand même, c'est plus qu'une petite invitation, je squatte 2 ans quand même. Non, c'est réservé aux facultés et aux étudiants. Donc, on ne peut pas finalement euh, comment dire, examiner votre demande de certificat de conformité. Ce qui m'oblige, après des mois de perte de temps, à revenir vers l'INSERM. Et l'INSERM, c'est le seul organisme qui, en France, donne des IRB, mais qui est surtout reconnu aux États-Unis. Ça, en fait, ça rapporte. Qui est reconnu à l'international, qui est reconnu aux États-Unis. Donc, qui a un numéro, qui est enregistré, etc. Donc, je fais la démarche avec l'INSERM. Ce n'est pas si compliqué à mettre en place parce que j'avais déjà préparé mon dossier avec les normes américaines. Du coup, c'est tellement exigeant que ça n'avait pas pris trop de temps pour être traité par l'INSERM. Donc, en tout cas, je perds des mois. Et du coup, je dois redéfinir les conditions de mon enquête en prison parce que, certes, j'ai l'IRB, mais je n'ai pas l'autorisation de rentrer avec un dictaphone. Du coup, j'ai l'autorisation de rentrer, mais c'est de la prise de notes. Donc, c'est de la double prise de notes parce que je viens avec un assistant. Tout seul, ce n'est pas possible de faire un entretien de prise de notes. Donc, c'est double prise de notes. On perd beaucoup d'informations, beaucoup de données. Mais dans ma stratégie, l'idée, c'est quand même de rencontrer des gens en intérieur qui vont présenter des gens à l'extérieur que je pourrais enregistrer. Et mon IRB suffit et comment dire, présumé suffisant. Donc, c'est pas seulement une question de protection des enquêtés. Ça, il y a un consensus là-dessus. Il faut qu'on protège les personnes. Et moi, je suis vraiment même radical dans les conditions de protection des personnes qui participent à nos enquêtes. Il faut on s'engage, on donne notre parole, elle donne quelque chose et on doit respecter notre deal. Et c'est insupportable que de devoir trahir cet accord moral parce qu'il y a une décision de justice ou une pression judiciaire derrière. Et là, il y a un vrai enjeu, moi je pense, éthique au sens premier du terme, dans le rapport qu'on peut avoir avec les personnes qui acceptent de participer à nos recherches et qui rendent possible nos recherches. Et j'ai envie de dire, c'est-à-dire que les sciences sociales sont attaquées par le gouvernement. Pas besoin d'avoir de gouvernement ou d'être en dictature pour que les sciences sociales soient attaquées. Elles sont attaquées, elles sont traitées. Islamo-gauchistes, vous connaissez ces mots creux là qui servent de matraque pour taper certains courants des sciences sociales. Mais imaginez bien que, je veux dire, réglementairement, il est possible de s'en prendre aux sciences sociales, juste pour s'en prendre aux sciences sociales, à travers la bureaucratie, à travers des normes et à travers du juridique. Donc, la question de laisser les pouvoirs publics, de laisser le gouvernement, de laisser l'exécutif définir à notre place quelles doivent être les normes et les procédures à laquelle on doit se soumettre pour avoir ce certificat de conformité, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il faut qu'on soit très proactif et qu'on mobilise les sociétés savantes et qu'on mobilise des commissions, pas tout le monde, mais des commissions qui travaillent dessus pour venir avec nos propres outils et nos procédés et proposer notre propre procédure. Ça me semble plus prudent que de laisser ça aux politiques ou aux juristes. Maintenant, j'en viens à cette recherche et la transition se fait immédiatement par rapport à la communication précédente. Je considère que ma recherche est une recherche à risque parce que je me représente un risque de violence ou d'irruption de violence. Et je souscris, moi, à l'idée que la question du risque ou du danger de manière générale dans le travail de recherche est avant tout subjectif. Et comme vous, dans la phase préparatoire, j'ai rencontré des gens qui me disent mais tu prends beaucoup de risques et d'autres qui m'ont dit mais c'est quasiment sans risque, il faut juste pas faire n'importe quoi. Donc on est face à des discours contradictoires, des perceptions contradictoires en fonction de la position des uns et des autres et surtout de la perception que les uns et les autres ont du sujet qui est le mien. Là, pour le coup, en termes de criminalité organisée, c'est quand même un sujet qui alimente beaucoup de fantasmes, qui est très présent dans la fiction, dans la littérature, dans le traitement journalistique sur un mode très sensationnaliste. Et je pense que j'ai jamais traité un sujet de ma vie où les personnes avec qui j'en parle ont le sentiment d'avoir une espèce de compétence extrêmement développée parce qu'ils ont un compte Netflix, quoi. Et ça,
et qui me renvoient en note de bas de page à tel ou tel documentaire, tel ou tel film, etc. Et c'est fou le sentiment de compétence que les gens ont parce qu'ils ont regardé des séries, des fictions, etc. Et ça, ça il faut faire avec parce que ça détermine beaucoup leur perception du risque tel qu'il peut s'exprimer. C'est pour ça que j'ai essayé d'être précis sur la question du risque, notamment du risque de violence. Moi, je préfère entrer par cette voie-là, parce que c'est quand même ce qui me fait le plus peur en tant que chercheur, c'est la violence, l'intimidation sur moi, mais pas que sur moi, sur mes proches, sur les personnes qui se portent garant, les intermédiaires, nos alliés, ceux qui collaborent à notre recherche. Et je me suis demandé bon, d'où elle vient cette crainte, en fait, cette peur. Et cette peur, elle vient moins de ce que j'ai pu voir derrière les écrans que ce que j'ai pu expérimenter. Un homme arabe, des milieux populaires, j'ai passé le plus clair de ma vie. Et la question de la violence, elle n'est pas abstraite. Je l'ai observée. J'en ai été témoin des dizaines de fois. Et dans l'éducation populaire, j'ai séparé des dizaines et des dizaines de bagarres, si ce n'est plus. Dans le cadre de mes recherches, on travaille sur les bandes de jeunes, on travaille sur le trafic de stupéfiants, on travaille sur la criminalité organisée. On se fait du mal, mais on va dans des univers qui sont régulés, dans lesquels la violence a une fonction de régulation. Elle a une place structurante dans le monde social qu'on étudie. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est théorique. 2 enquêtés que j'ai rencontrés ces dernières années ont été assassinés dans le cadre de règlement de compte. Et des personnes que je vois à l'extérieur, certaines personnes que je vois à l'extérieur qui m'ont été présentées, les personnes qui me présentent me disent les gars, parce qu'il paraît, il est menacé, il y a des gens qui lui en veulent, etc. Donc, ça peut être de l'ordre uniquement de la rumeur, mais dès lors qu'il y en a 2 pour qui on me dit ça et qui ont vraiment été abattus, pour le coup, c'est pas seulement quelque chose qui est théorique. Donc, forcément, on se questionne, on se projette. Et au fond, je sais jusqu'où certains peuvent aller s'ils se sentent menacés, s'ils se sentent trahis, s'ils se sentent humiliés. J'ai parlé des personnes qui ont été assassinées ou qui ont été violentées, qui ont des séquelles à vie, mais je peux aussi parler des entretiens que je réalise avec des personnes qui ont donné la mort à d'autres ou qui ont utilisé de violence à d'autres et qui racontent dans les moindres détails, parce que je leur demande, qui me racontent comment les choses se sont passées, dans quel état d'esprit ils sont, le mode opératoire, etc. Donc la question de la violence, ce n'est pas qu'une question de risque théorique. C'est quelque chose qui est présent, qui s'est incarné et dont je me méfie, je me méfie beaucoup. Et donc, c'est une espèce de scénario probable. Voilà, c'est une espèce de scénario probable. Et en tant que scénario probable, c'est quelque chose qui structure vraiment mon rapport à mon travail de recherche, qui fait de moi un chercheur en alerte, très prudent, très précautionneux, et qui fait à la fois attention aux personnes à qui il parle, mais qui fait également attention aux personnes, à son statut. Je fais attention à mon statut dans les mondes sociaux que j'étudie. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que le monde social que j'étudie, c'est un monde social qui est restreint. C'est un monde social qui est fermé. Et qu'on l'aborde de l'angle des institutions policières ou de l'angle des délinquants eux-mêmes, le crime organisé est un petit monde. Hein. Si je prends l'exemple du braquage de banque, d'établissements financiers ou de bijouterie, il y a un nombre très restreint d'équipes capables de monter des opérations d'envergure en France. Et elles sont repérées. Ce n'est pas grand monde, en fait. Si vous prenez la question de l'importation par tonne du trafic de stupéfiants de cocaïne, il y a très peu d'opérateurs qui sont capables de mettre en place des opérations à multitonnes. Et donc, on est dans un monde qui est aussi polarisé, qui est structuré par une double polarisation. C'est les conflits entre délinquants eux-mêmes, d'une part, et l'opposition entre les forces répressives et les délinquants, d'autre part. Et on est rapidement situé, en fait. Et dans un contexte polarisé, dans un contexte conflictuel, en fait, on n'a jamais une position neutre. C'est comme, on peut faire le parallèle avec les terrains de conflit. Bon, quand on est sur un terrain en conflit, qu'on soit une ONG ou un chercheur, la neutralité, c'est une espèce d'idéal, mais la réalité, c'est qu'on fait des arbitrages permanents et on est extrêmement prudent de ne pas être associé à une partie par rapport à une autre. Ça veut dire
beaucoup de relations publiques, ça veut dire beaucoup de discussions, ça veut dire beaucoup de précautions dans la manière dont on présente sa recherche, la manière où l'entretien se déroule, et surtout dans le fait d'éviter les pièges. Et un des pièges sur lesquels qu'on me fait tout le temps, c'est qu'on pose tout le temps la question « mais qui t'a vu ?» Alors, on me la pose tout le temps, la question. On me la pose pour deux raisons. D'abord, pour pouvoir faire des commentaires sur les personnes, etc., pour disqualifier ou pour valoriser, ça dépend le type d'alliance. Mais c'est surtout pour vérifier si je respecte le principe d'anonymisation. Et c'est un test systématique. C'est-à-dire que les personnes que j'ai en face de moi, et elles ont raison, elles sont tout à fait rationnelles en faisant ça, elles sont extrêmement méfiantes, elles font attention, elles veulent des garanties. Ce qui implique, et le fait de vouloir des garanties implique d'être validé par des intermédiaires ou de parvenir à se valider soi-même et à construire une politique de terrain qui permette de construire ce lien de confiance. Je donnerai deux exemples. La première stratégie que j'ai utilisée, j'étais en détention et j'ai eu l'autorisation de l'administration pénitentiaire. C'est très facile pour le coup et il faut les remercier. Hein. C'est un courrier, c'est quelques semaines et on peut aller en détention, commencer son travail de recherche. Je vais en détention et le directeur de la prison, il n'est pas obligé de le faire, il est très ouvert à la recherche et il me fait une liste un peu de personnes qui correspondent à mon profil. Il m'envoie la liste, il me dit on peut organiser une réunion, vous présentez vos travaux et si vous arrivez à les convaincre, tant mieux. Bon, c'est ce que je fais. Et j'arrive à convaincre la plupart des personnes qui viennent. Certaines personnes sont invitées à la réunion, ne viennent pas, des profils qui m'intéressaient mais ils ne viennent pas. Mais la plupart viennent et la plupart acceptent derrière de faire ce travail et de commencer ces entretiens. Sauf que moi, une fois que j'ai leur accord, je planifie les entretiens dès la semaine d'après. Et en fait, pendant 2 ou 3 semaines, j'ai soit des parloirs fantômes, c'est-à-dire des personnes qui me donnent rendez-vous au parloir, je viens au parloir, elles ne sont pas là, soit je reçois des mails de l'administration qui me disent en fait, ce n'est pas possible cette fois-ci, revenez la semaine prochaine, etc. Donc, ça dure plusieurs semaines, 3 ou 4 semaines en fait. Et en fait, je commence à douter, je commence à m'inquiéter, je me dis que tout le monde est d'accord, mais personne ne vient. Et les entretiens commencent à partir de là. Et ils commencent, je fais mes entretiens, c'est en moyenne 2-3 entretiens de 2 heures avec chacun d'entre eux. Donc, on prend le temps, on rentre dans le détail. Et il y en a un avec qui je suis beaucoup plus proche. En fait, il y a des affinités, on discute, il s'intéresse beaucoup au travail de recherche, très bavard, il a ça en confiance. Et je lui dis, pourquoi est-ce que j'ai pris autant de parloirs fantômes et de refus. Et il me dit, tu te rappelles quand on a fait la réunion, il y en a plusieurs qui t'ont demandé d'où tu viens, qu'ils ont vite repéré que tu ne venais pas du 7e arrondissement. Alors, on est 6 corporels, c'est pas ces mots à lui. Hein, dans ma manière de me présenter, ils ont vite repéré que j'avais plutôt un habitus populaire et ils m'ont demandé dans quel quartier, quelle ville. Donc je l'ai dit honnêtement, transparent, je viens de tel quartier, j'ai grandi là, je suis toujours dans cette ville-là, etc. Ils m'ont dit, le temps les semaines de parloir fantôme, c'est qu'ils ont vérifié si tu n'avais pas de casserole. Mais en faisant ça, ils ont tout à fait raison de le faire. Mais en faisant ça, c'était aussi une manière de me dire, on sait dans quel quartier, on s'habite, on connaît les gens de chez toi. Donc, on peut te remonter si tu fais n'importe quoi. Et ça, pour moi, c'est un apprentissage parce que c'est la première fois que je fais ça dans mon travail de recherche. Mais c'est une manière de dire aussi, il n'y a pas de moyen de s'échapper. Ce n'est pas un terrain étranger, il n'y a pas moyen de s'échapper. On sait maintenant, et j'ai su après qui les avait renseignés. Et Dieu merci, les personnes qui les ont renseignés, je m'entends très très bien avec eux. Donc, imaginons les personnes qui les renseignent, je suis en conflit avec eux depuis 10 ans. Ils ont les moyens de se venger et de me mettre dans une difficulté pas possible. Et ça m'a amené déjà à réfléchir au niveau de la méthodologie sur ce qu'on a dans nos manuels de recherche, manuels de sciences sociales, où la question de la violence, elle est souvent associée au retournement du stigmate. Et on parle de la relation d'enquête et des rapports de domination dans la relation d'enquête uniquement à partir de la question de l'origine sociale, de position sociale ou du niveau de diplôme. Je pense qu'il faut vraiment distinguer ça, oui, de la violence, la domination symbolique, etc., dans la relation d'enquête. Ça, c'est la relation d'enquête et la relation de domination globale, liée à nos statuts sociaux. Il faut regarder aussi la relation d'enquête et les rapports de domination de manière plus situationnelle dans l'espace qu'on veut étudier. Et on peut être dominant au niveau global et dominé au niveau de la situation. En tout cas, eux, ils ont installé, en tout cas, une espèce d'équilibre où ils ont bien manifesté le fait qu'ils étaient dominants dans un espace de. Et puis, quand on travaille sur la criminalité organisée, la question de domination, je referme cette parenthèse, quand on est avec des personnes qui, certes, sont non diplômées, viennent de milieux populaires,
mais sont devenus millionnaires et ont un patrimoine immobilier et des entreprises qui leur apportent plusieurs milliers d'euros, même quand ils sont en détention, la question de la domination rapportée au capital économique ou au patrimoine, à ce moment-là, par rapport aux chercheurs, il n'y a pas photo. Je referme cette petite parenthèse-là. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de cette possibilité de se retirer et le chercheur encourage une prise de parole. Le chercheur encourage une prise de parole dans un espace dans lequel c'est extrêmement régulé et c'est déconseillé. Et ça, c'est un autre point qui est extrêmement important. C'est déconseillé parce que la parole est un risque dans les milieux criminels organisés. La parole, le fait de parler est un risque que eux prennent et donc que nous prenons par extension, et un espace social dans lequel l'usage de la violence est structurant et il a différentes finalités. D'abord, il permet de punir toute forme de présumé de déloyauté ou de trahison. J'aurais dû avancer sur le PowerPoint, c'est pas grave. J'ai oublié. De préserver ou de protéger un territoire, ses acteurs et ses intérêts. De promouvoir une réputation de dangerosité, une forme intransigeante de l'honneur et un prestige morbide qui permettent à la fois de dissuader la concurrence et de se crédibiliser dans un espace où la violence est source de pouvoir monnayable, d'organiser l'omerta en définissant le coût d'une prise de parole inadaptée. Ça, c'est les principales fonctions de la violence, les fonctions de régulation et d'organisation. Et donc, ça ne rigole pas. Dès que les gens se sentent menacés, ils ne rigolent pas, même s'ils ont une relation très sympathique avec eux, même si on se met en confiance, même si on s'habitue. Mais je suis assez d'accord, les choses se banalisent, on s'habitue, on discute, et puis il n'y a pas de danger, mais ça peut vite se retourner. Et je vous prendrai quelques exemples dans lesquels ça a failli se retourner pour moi. D'abord, une fois, j'ai été accompagné par le gérant d'un point de vente de drogue en Île-de-France. Son quartier et son point de vente, là où il m'avait autorisé à faire des observations et des entretiens avec ses salariés et éloignés de la gare. Donc, il m'a proposé de me raccompagner à la gare. J'ai accepté parce que, en fait, ce moment était assez privilégié dans la voiture, en tête-à-tête, sans être dans le quartier. Donc, je l'ai accepté une première fois, je l'ai accepté une deuxième fois. Et la deuxième fois où il m'accompagne, il y a un barrage de CRS à la sortie du quartier. Et là, je vois, il se crispe, il s'inquiète, et il a cette phrase j'espère qu'ils l'ont vidé. Vider le véhicule. Et là, moi, je suis dans une situation, non mais vraiment, je suis dans une situation où j'ai des entretiens enregistrés, j'ai des entretiens dans ma sacoche, et je n'ai pas le temps de les crypter. Je fais les entretiens, je rentre, ensuite je crypte. Et c'est important cette question des données, en fait. À quel moment, ça c'était la pratique qui était la mienne. Aujourd'hui, après ça, j'ai changé ma pratique. Après ça, j'ai toujours au moins mon ordi où je rentre les données, je les crypte et je les vire dans mon dictaphone. Et là, pour le coup, on a fait l'enregistrement, on est vite parti, je te dépose. OK, j'arrive. Donc, j'ai des enregistrements explicites en termes de contenu. J'ai mes notes d'observation. Je suis avec une personne qui est assez bien connue des services de police et par la justice pénale. Et il y a possiblement du shit dans le véhicule. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, à ce moment-là, je me dis, comment je vais convaincre comment ça va se passer au commissariat d'abord, et s'il y a un renvoi vers le tribunal au niveau du parquet. Je me dis qu'à ce moment-là, je me dis que peut-être que mon nom, mon corps et mon origine sociale ne vont pas forcément me servir. Je me pose la question. Mais c'est juste des perceptions. En tout cas, je me pose la question. J'ai le doute. Peut-être pas. Peut-être qu'on va faire des vérifications et ça va suffire, mais peut-être pas. Je n'ai pas de garantie juridique, c'est ça que je veux dire. Je n'ai pas de garantie juridique. Je n'ai rien qui va venir me protéger à ce moment-là. Et puis derrière, les conséquences. Les conséquences. Si je suis la cause et que j'apporte une preuve judiciaire sur la table du groupe STUP ou des magistrats en question. Donc tout ça pour vous dire, ça s'est manifesté à ce moment-là. Ma plus grande crainte, et c'est arrivé, c'est une personne avec qui j'ai fait un entretien et elle a interpellé le lendemain. Une personne qui est sur le terrain depuis des mois, qui fait l'entretien avec moi, l'entretien dur à négocier, qui est interpellé le lendemain. Voilà. Et donc, forcément, pour la personne en question, la corrélation, ça revient de causalité qui s'installe.
Donc, tant qu'il est en garde à vue, tant qu'il est en garde à vue, ça va. Mais moi, j'ai un vrai problème à ce moment-là. Je m'inquiète énormément. Quand son avocat va aller le voir, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce que l'avocat va dire quand il va sortir? Et quelles peuvent être les répliques derrière? La chance que j'ai, c'est que la personne qui nous a présenté est un proche, un très proche à lui, et un très bon ami à moi. Et c'est lui que je mobilise, en fait, à ce moment-là, pour apporter les garanties. Et très vite, moi, je me manifeste auprès de lui, auprès de la famille, etc., en disant, mais juste qu'ils réfléchissent aux questions auxquelles j'ai posées. Les questions que j'ai posées ne peuvent pas amener les policiers vers la planque. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une question que je pose. Et donc, voilà, c'est une situation qui aurait pu mal tourner, qui aurait pu se transformer en rumeur. Euh, alors, je vais conclure, j'aurais d'autres choses à dire, mais je vais conclure en disant que on va parler ici des stratégies que je développe. Ça pourra faire l'objet d'un autre moment, des stratégies que je développe pour éviter tout ça. J'ai pas mal de stratégies qui sont pensées, j'ai une politique de terrain que je mets en place. En tout cas, dire que ces conditions d'enquête compliquées, hein, dans ce terrain qui est un terrain à risque, sont amplifiées parfois par les normes académiques, et notamment les normes contradictoires. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Alice Goffman. Alice Goffman, ce qui lui est passé, a relancé un débat pour elle, parce qu'elle a perdu son poste, mais un débat sur la question de la réplicabilité de nos données et la réplicabilité des enquêtes en qualitative. Au niveau du quantitatif, c'est connu, c'est installé, ça ne se fait pas toujours, mais dans le qualitatif, la question se pose. Il faut qu'on puisse vérifier, il y a des débats, il y a des articles en ce moment, notamment aux États-Unis, sur on doit pouvoir vérifier, contrôler que l'enquête a été menée, vérifier que les données sont conformes et peut-être répliquer la même recherche dans le même lieu plus tard ou dans des autres lieux. Donc ce débat existe en fait actuellement et j'ai lu des papiers assez intéressants et des positions qui sont extrêmement variées. Mais cette norme de réplicabilité qui arrive dans le monde académique vient en contradiction directe avec les normes des IRB, des normes de conformité, qui invitent au contraire pour protéger les enquêtés, à effacer au plus vite les données. Donc là, on est vraiment dans une espèce d'injonction contradictoire dans le milieu académique qui complique la chose entre il faut donner à voir et il faut surtout cacher. On a un peu perdu. Je sais que cette question de la norme de réplicabilité dans le qualitatif de l'ethnographie n'a pas encore envahi le champ académique français. En tout cas, il y a débat aux États-Unis, il y a débat en Grande-Bretagne là-dessus, et c'est un débat qui n'est pas inintéressant. Pour ma part, oui, il y a les normes de la RGPD, mais il y a d'abord les normes de la RGPD de la rue. Et moi, les personnes ne me laissent pas le choix, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un débat, le RGPD, ou c'est la réplicabilité. Mais moi, les personnes, quand je négocie, la condition, c'est que les données, les enregistrements soient effacés une fois que l'entretien est retranscrit et anonymisé. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, parce qu'on passe des mois à obtenir, on fait les entretiens, on les retranscrit. Mais c'est la condition sine qua non pour que ces gens-là, avec ce profil-là, et ce qu'ils me racontent me parle. Et donc, bon, il y a le RGPD de l'université et le RGPD de la rue, comme je l'appelle. Le RGPD de la rue, il n'a pas le temps de négocier, il n'a pas envie de négocier. Et je n'ai pas envie de négocier avec eux non plus. Voilà. Même si j'ai envie de garder les entretiens. Donc, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a comme possibilité, via les pairs, aussi d'apporter des garanties par rapport au recueil de nos données, pour éviter tout le soupçon, pour éviter. Donc, il y a quelque chose à construire, à mon avis, de ce point de vue-là, qui pourrait être quelque chose entre le moment où on anonymise, le moment où on détruit. Qu'on ait une commission, des collègues en qui on a confiance, qui viennent vérifier la conformité des données, qui est un truc de validation pour éviter les débats et toutes les suspicions comme pour l'affaire Alice Goffman. En tout cas, c'est une question, c'est un débat qui existe. Et puis autre chose, et je vais terminer vraiment avec ça, il ne faut pas se limiter à la question de la RGPD ou à la question au niveau de la judiciarisation et du risque de judiciarisation. Pardon. Parce que quand on travaille sur les phénomènes criminels, il y a d'autres enjeux juridiques.
il y a d'autres contraintes, et notamment les articles 434.1 du Code pénal et 434.4 du Code pénal. Et l'article 434.1 du Code pénal, il stipule que, je cite, le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et l'article 40 du Code de procédure pénale, plus intéressant, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République, etc., etc., etc. C'est aussi ça qui peut nous être opposable en tant que chercheur, notamment en tant que chercheur qui travaille sur les phénomènes criminels. Si j'applique ces textes de loi à la lettre, je peux faire tomber toutes les personnes que j'ai rencontrées. Toutes. Parce que même celles qu'on va voir et à qui on demande ne parlez que des choses pour lesquelles vous avez été définitivement condamné. C'est ça ma consigne quand je vais en détention. Vous êtes en prison, vous êtes condamné définitif, il n'y a plus d'appel, c'est bon, vous pouvez parler, il n'y a plus d'enjeu. Même quand on leur demande ça, ils ont tendance à parler d'autre chose. Voilà. Et ça, c'est nous, c'est moi en tant que chercheur qui est limite idiot, je ne peux pas savoir où on nous parle d'affaires qui sont suspectées. Je dis, je ne veux même pas en entendre parler. C'est-à-dire que c'est nous qui censurons. D'ailleurs, travailler sur ces phénomènes-là, c'est un exercice de censure. Voilà. C'est même pas seulement un exercice d'autocensure, c'est aussi un exercice de censure des enquêtés pour essayer de rester sur cette ligne de crête qui est la nôtre.